d'accueillir un député engagé, un militant de longue date au service de l'intérêt général. Gabriel Amar, député de la 6e circonscription du Rhône, sous les couleurs de la France Insoumise. Avant d'être député, il a été maire, élu local et responsable associatif. C'est un homme de terrain qui a construit son engagement autour d'une idée simple: l'eau, l'énergie, les biens communs ne sont pas des marchandises. Ils doivent être protégés et gérés dans l'intérêt de toutes et tous. C'est un spécialiste reconnu des questions liées à l'eau. Il s'est battu pour la remunicipalisation, contre la privatisation des services publics locaux. À l'Assemblée nationale, il défend la planification écologique, la souveraineté populaire et les services publics avec constance et clarté. Sur son territoire, il soutient les luttes sociales et écologiques, il défend les salariés, il agit pour plus de justice sociale et climatique. Il incarne une gauche combative, exigeante, fidèle à ses engagements. Merci à lui d'être parmi nous aujourd'hui. Et avant de lui donner la parole, je vais la donner à Bruno Gagne, notre tête de liste pour l'Union populaire, Lionel-Pierre de Séville. Merci Sana. Bon, je pense que déjà merci à toutes et toutes d'être venus. C'est une soirée importante. Nous sommes à la veille, nous sommes à peu près à 15 jours des élections. Donc moi je vous invite à mettre le paquet, disons vraiment à faire le maximum, parce que je vous le répète, et je l'avais dit la dernière fois, il me semble qu'on a la possibilité vraiment à Lunel de remporter cette élection. Il y a 7 listes, nous sommes la seule liste véritablement ancrée avec des valeurs de gauche. Nous avons réussi à rassembler, au-delà de la France Insoumise, le Parti communiste, le Parti de gauche, etc. Moi, je salue François qui est là, qui est responsable notamment du Parti communiste, la section locale du Parti communiste. Il y a eu de longs débats au Parti communiste, mais finalement, bon, ça a été tranché, et je crois que rassemblés, on est beaucoup plus fort. Nous avons aussi le Parti de gauche et l'Union pour la reconstruction communiste aussi. Alors, on nous répète qu'une commune ne peut rien, souvent. On l'entend souvent dans les médias, et que tout se décide ailleurs. Et que l'austérité et les marchés, en fait, c'est une fatalité. Eh bien non, c'est faux. Une ville peut résister, Lunel peut résister à cette démagogie qui nous ruine et nous détruit notre environnement. Lunel peut bifurquer, on peut véritablement s'engager pour construire un monde meilleur ici et ensemble. On peut gouverner donc Lunel différemment. Depuis 15 ans, nos collectivités subissent une austérité méthodique. La DGF, je pense que pour certains, je vais expliquer, enfin peut-être Gabriel aussi interviendra là-dessus, mais la dotation globale de fonctionnement a été réduite, désindexée. Il faut savoir qu'il y a 250 milliards qui ont été retirés aux communes depuis 2012. C'est énorme. Et en même temps, on demande aux communes de faire plus et avec moins. Dans le même pays, ici, en France, nous avons 2,8 millions de millionnaires et plus de 18 000 foyers, et là on l'a encore appris récemment, vous avez vu les rapports notamment du Sénat et autres, qui n'ont payé aucun impôt sur le revenu en 2024. La suppression de la taxe d'habitation, elle a coûté 2 milliards aux communes. Le problème alors en France, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas la question de la création de richesse, parce qu'on est un pays riche. Le problème c'est la répartition de cette richesse, et donc en fait ce sont véritablement des problèmes et des choix politiques où on décide dans un sens, où on décide dans l'autre. Et on y est, parce que les élections municipales, c'est ça aussi. Je prendrai juste un chiffre, c'est la suppression de l'ISF, l'impôt qu'on appelait sur les grosses fortunes. 3 à 4 milliards par an. Si on regarde, si on fait le rapport avec le budget de l'investissement de Lunel, le budget d'investissement de la commune, il varie entre 8 et 12, on va dire, millions. Et en fait, en une seule année, cette suppression d'ISF, ce serait l'équivalent en fait de 250 à 400 ans d'investissement municipal. Voilà en fait ce que ça représente. Tout le manque à gagner pour les communes, pour les citoyens. En même temps, dans la commune, et on l'a chiffré, vous l'avez vu dans notre programme, nous avons 1430 familles qui attendent un logement social. D'accord ? Nous sommes à 17%.
est loin des 25% requis, c'est-à-dire que la commune est pénalisée, notamment parce qu'il n'y a pas assez de logements sociaux. On sait aussi qu'il y a plus de 800 logements vacants. Voilà ce que produit la spéculation. Alors que faire? En fait, nous avons proposé, et vous l'avez dans le programme, de reprendre le contrôle des biens communs. L'eau, les cantines, etc., etc. Ce n'est pas un débat idéologique, c'est un débat pour travailler l'efficacité et pour répondre à des injustices. Ensuite, protéger le logement. Le logement, ce n'est pas une marchandise, c'est un droit. Mais rien n'est possible sans démocratie. Et c'est là, je crois, où l'on marque véritablement une différence avec l'ensemble des autres candidates et candidats sur la question de la démocratie. Parce que le capitalisme prospère sur la dépossession. Nous proposons la réappropriation, les votations citoyennes, les référendums communaux, etc. Vous l'avez, tout ça, on l'a déjà dit la dernière fois lors de notre dernière réunion. Quand les habitantes et les habitants décident, les priorités changent. Et l'argent public cesse d'alimenter les rentes privées pour financer l'intérêt général. La commune redevient donc le lieu de pouvoir, et un lieu de pouvoir, et c'est là, c'est notre force, un lieu de pouvoir populaire. Le développement, ce n'est pas construire pour construire, c'est garantir la dignité dans le logement, la réussite scolaire, l'accès à l'eau, l'alimentation, l'accès aux équipements publics. C'est organiser la transition écologique avec les habitants. Une commune n'est pas une entreprise. Et on le voit souvent, ceux qui se présentent considèrent, et souvent imagent, enfin, ils parlent, on a été dirigeant d'une entreprise, on sait faire, etc. Une commune, ça ne se gère pas du tout comme une entreprise. Chaque euro repris aux marges privées devient un euro pour l'école, la solidarité, l'écologie. Chaque service repris en régie est un pas vers l'égalité. Chaque décision démocratique fait reculer la logique du marché. La commune, c'est l'échelon fondateur de la République, et c'est ici et maintenant que se réalisera la transformation. Voilà, j'en ai terminé. Je donne la parole à Gabriel Amar, qui développera mieux que moi. Ah bah non, parce que... Non, ça tu peux le garder, je crois. Non, je ne dirais rien de mieux qu'un binôme engagé, investi et enraciné dans le bassin de vie de Lunel. Vous inquiétez pas, je ne viens pas pour vous faire d'aucune manière la leçon. D'abord, vous remercier la liste de l'Union populaire pour Lunel. Permettez-moi de saluer mes frères et sœurs de combat, les Insoumis, bien sûr, mais je veux aussi remercier pour leur engagement les communistes qui participent à ce rassemblement à Lunel. Bon, je ne vais pas dire que nous sommes dans une campagne électorale qui se passe paisiblement. Mais je dois dire que nous ressentons sur le terrain, partout dans le pays, une soif pour les classes populaires de voir leurs conditions d'existence changer dans un contexte où le pays n'a jamais été aussi riche de son histoire. Et pour autant, il n'y a jamais eu autant de pauvres, autant de peur du lendemain, autant de précarité. Mais vous aurez compris que, fort de ce diagnostic, un projet politique est à l'œuvre. Il décline et rassemble et fédère le peuple de cette manière pour la première fois à des élections municipales, et cela fait trembler les puissants. Et si il nous faut condamner, demander à ce que la justice fasse son travail avec minutie, parce que aucune violence en politique n'est à tolérer, n'est tolérable, et que des crimes doivent être condamnés, nous devons lancer un appel au discernement, au fait que ceux qui s'engagent pour l'antifascisme, qui résistent et qui défendent
et protègent des personnes dans la rue, souvent, ou qui permettent la tenue de réunions féministes, de réunions antiracistes, eh bien, doivent savoir que nous tenons bon et que nous proposons à tous ceux qui se sentent du côté de l'antifascisme de se fédérer et de se rassembler à l'heure où certains veulent instrumentaliser la bataille antifasciste à d'autres fins. Et d'ailleurs, je vous dis, à ceux qui viendraient à vous pointer du doigt pour votre engagement politique, pour votre vote au municipal demain que vous assumeriez publiquement, eh bien, si nous sommes l'ARC, le rassemblement de ceux qui fédèrent les antifascistes, alors demandez-leur, à eux, avec qui ils se fédèrent. Parce qu'ils ne peuvent pas opposer à l'antifascisme un ARC ou un front républicain. Je rappelle que la République et l'antifascisme se confondent. Parce que point de République dans le fascisme. Voilà pourquoi je vous invite à garder votre sang-froid à partir de l'idée que notre peuple a quelque chose sous les cheveux, est intelligent et qu'il est capable de distinguer ce qui est de la brutalité, de la calomnie, à des fins de flétrir des forces politiques qui se mettent en mouvement ou un peuple qui se met en mouvement et choisit ses outils politiques pour améliorer ses conditions d'existence, puisque tel est notre but. Être un outil à la disposition du peuple et pas lui demander de nous suivre aveuglément, mais chaque fois que c'est possible, lui faire la courte échelle pour qu'il marche devant, pour qu'il s'engage, quelles que soient ces conditions, qu'il se sente légitime à parler politique, légitime à être présent sur des listes municipales. Et à ceux pour qui c'est le début, je mesure la pression et ce que vous pouvez ressentir. Moi, c'est la 40e année après laquelle c'était il y a 40 ans que je prenais la parole en public pour la première fois. Et il y avait Jean-Luc Mélenchon sur la rangée qui parlait après moi, j'en menais pas large. Et je veux pouvoir dire que voilà, il y a un début à tout, mais ne croyez pas qu'il faut déléguer ça à des gens qui savent déjà, qui ont déjà tout fait, etc. C'est fini ça. On n'a pas fait ce que nous avons fait, un mouvement gazeux et sans bord, pour que vous ne vous en saisissiez pas. Il est à vous. Ce mouvement sera ce que vous en ferez, et vous êtes appelés à votre tour. Notamment les plus jeunes, bien sûr, mais y compris les moins jeunes qui s'engagent pour la première fois dans ce contexte politique. N'hésitez pas à marcher devant, ma génération est là pour vous faire la courte échelle. Alors, ces élections municipales, vous y avez fait tous les deux référence, se font pas dans un contexte budgétaire pour les communes et les collectivités. Je me doute que vous m'attendez un peu dans ce registre-là, d'autant que c'est ma longue histoire, puisque j'ai été 25 ans élu municipal et j'aime à répondre aux questions, donc tout à l'heure j'espère qu'il y en aura, mais surtout à pouvoir vous dire comment on peut s'y prendre face à ces matériaux, face à ces choses qui peuvent paraître obscures, comme la comptabilité publique, le budget de la commune, la délégation, la concession à des opérateurs privés. Je vais en parler un petit peu, bien sûr, mais vous inquiétez pas, je n'ai pas prévu de faire une longue conférence contre les délégations à des opérateurs privés, même si c'est ma passion dans la vie, pour expliquer en quoi la régie publique est géniale, mais comme je sais que vous avez vu l'un de mes disciples avant moi, non je blague, il est pour moi un maître, je parle de René Revol bien sûr, dans bien des domaines, mais sur l'eau j'avais une petite longueur d'avance, donc des fois je le blague en lui disant finalement, au moins dans ce sujet, c'est toi mon disciple. Bref, c'est mon ami. Pour vous dire que la Macronie, le chiffre a été rappelé, avec une accumulation en milliards qui fait sauter sur sa chaise. Mais prenons simplement
le dernier budget qui a été construit par un passage en force, un énième 49.3 de la part du gouvernement, et qui fait la part belle à des coupes budgétaires. Alors, vous avez à l'esprit que cela fait des coupes budgétaires et une de plus pour les hôpitaux, les écoles et l'éducation nationale, les services publics de l'éducation nationale et ses enseignants, pour la recherche, pour tous les domaines dans lesquels nous avons besoin de faire avancer le pays et de donner les moyens de l'émancipation au grand nombre. Et de pouvoir se soigner, bien entendu, ou de protéger les communs. Il y a les biens communs, j'en ai cité des exemples là avec l'école et l'hôpital. Je parle maintenant des communs du vivant parce que je veux parler de l'air, de l'eau, qui sont dans notre corps et que nous avons en partage avec nos amis non humains qui assistent à la réunion ce soir. Les animaux non humains et nous, les humains, animaux humains, nous avons avec la biosphère et le jardin planétaire intérêt à vivre ensemble en harmonie et pas les uns contre les autres, parce que je crois qu'on finit par tous par bien comprendre que tout ça va très très mal tourner et qu'il restera vaguement quelques rats et quelques cafards pour parler des sujets qui occupent le débat politique si nous ne nous organisons pas vite face et avec le dérèglement climatique. Hein. Bon, je suis dur pour les rats et les cafards, pardon. Il restera peut-être François Hollande, Laurent Wauquiez, peut-être même Madame Delga, qui sait, elle pourrait résister. Bref, blague à part, j'ai pas cité par hasard certaines personnes. Parce qu'ils ont fait la béquille pour que le gouvernement, qui organise non seulement 35 ou 45 milliards de coupes budgétaires selon les années, une année de plus, après avoir fait 10,1 milliards de coupes budgétaires sur le dos des communes, des départements et des régions de France, cette année a fait une coupe budgétaire de 7,6 milliards d'euros. Nous sommes à l'os dans les communes du point de vue des dotations et des moyens alloués à des projets. Mais je vais dans un instant vous démontrer que ce n'est pas si vrai que ça, du fait que les libéraux gouvernent depuis trop longtemps les communes de France. Mais je reste un instant sur le fait que l'État se désengage de l'accompagnement et du financement des collectivités locales ou induit des dépenses supplémentaires. On attend des collectivités qu'elles se préoccupent de bifurcation écologique, de lutte contre les inondations, j'en passe et des meilleurs. Et la population est en entente et met la pression, parce que ce sont les représentants du peuple de proximité, hein, les membres du conseil municipal. Donc c'est ceux qu'on a sous la main. Et on leur serre le kiki, on leur serre le kiki. Bon, jusque-là, on peut mener une bataille rangée. On peut exiger des républicains et des socialistes qui se plaignent que la commune de Lunel a moins de moyens du fait des politiques du gouvernement Macron, leur demander d'être cohérents, et quand ils montent à Paris, il faut voter la censure s'ils ne veulent pas avoir des budgets pareils. Bon, donc vous pouvez leur mettre la pression dans ce registre, bien sûr. Vous pouvez aussi leur demander des comptes sur pourquoi, alors qu'on est en comptabilité publique et pas en comptabilité privée, ils organisent la pénurie et ils font durement payer leur idéologie politique dans le cadre des communes. Je veux parler là de leur épargne abusive. C'est-à-dire que globalement, en France, les communes de moins de 5000 habitants ont un endettement ou une capacité de désendettement aux alentours de 3 ans. Je vais dire dans un instant, vous inquiétez pas, je vais essayer de rendre ça digeste. Et les communes
de plus de 10 000 habitants ont une capacité de désendettement autour de 5 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque année, avec la richesse des communes, les maires organisent un niveau d'épargne sur le budget de fonctionnement de la mairie pour afficher un indicateur financier, pour dire « Regardez comment je suis un bon gestionnaire. J'économise tellement d'argent cette année que si je fais ça pendant 3 ans, si je fais ça pendant 5 ans, il n'y aura plus de dette dans la commune. Regardez comment je suis formidable. » Comment? J'aime pas faire ces comparaisons, mais pour rendre le sujet un peu simplifié et que nous puissions en parler la prochaine fois qu'on va payer une tournée au bistrot, c'est comme si on disait à vous, bon, bah, si vous voulez devenir, si c'est votre choix et que vous en avez les moyens, propriétaire de ce que vous avez sur la tête pour dormir, eh bien, il faut que vous montriez que vous êtes capable, avec votre modeste paye ou votre modeste pension, eh bien, d'économiser de quoi payer le toit en 3 ans ou en 5 ans. C'est ça que ça veut dire. Alors que les règles de comptabilité publique n'imposent pas du tout ça. Ce sont les lubies des agences de notation, des banques privées qui de toute façon ne peuvent pas se passer des collectivités parce que les collectivités font 70% des investissements publics en France et que heureusement qu'il y a le cash, si je puis employer ce terme, des collectivités pour faire tourner une grande partie de l'économie et des travaux publics et que heureusement qu'il y en a beaucoup chaque année parce que des écoles on n'en construit pas tous les ans, des investissements dans des bâtiments publics ou des tuyaux pour l'eau potable sans gros travaux, ça dure 50 ou 70 ans. Donc il faut bien qu'il y ait du volume. Si tout le monde veut pouvoir travailler et que le secteur bancaire puisse avoir aussi la gourmandise de signer des nouveaux contrats de prêt avec les collectivités locales. Donc il faut arrêter. Ces thèses sur la capacité de désendettement ont été inventées pour rabougrir l'action communale, pour rabougrir l'action publique en général, pour dégager de l'espace pour l'initiative privée. On a vu le résultat, là où ça a commencé il y a bien trop longtemps. Les EHPAD et les objectifs de rendement financier, les crèches privées qui sont venues il y a moins de 20 ans se substituer aux crèches municipales et aux crèches publiques parce qu'il fallait pas endetter la commune. Rappelez-vous ces discours pour ceux qui étaient là à l'époque et même avant moi. Leur obsession, ne pas endetter la commune. Mais d'où la dette, c'est sale quand on a les moyens de se la payer. Ah oui, il faut avoir les moyens de se la payer, bien sûr, mais il y a les recettes de la collectivité qui sont là. Pour autant, dans la même période, certes, il y a les coupes budgétaires, mais enfin, les communes sont à l'équilibre. Je rappelle que en comptabilité publique communale, il n'y a pas de déficit. Ça n'existe pas. Les communes sont obligatoirement à l'équilibre, tant dans le budget de fonctionnement que dans le budget d'investissement. La question c'est, est-ce que pour refaire une place, même si on l'a fait en la minéralisant trop et en la végétalisant pas assez, en faisant des îlots de chaleur plutôt que des îlots de fraîcheur, puisqu'il y en a encore qui font ce genre d'ânerie, il y en a même d'autres qui arrangent encore des ronds-points pour mettre des supermarchés à l'extérieur, histoire de tuer nos centres-villes. Bon, c'est pas à vous que je vais apprendre les effets que cela peut produire sur le tissu économique local, sur le commerce de proximité, bref. Mais pour faire tous ces investissements, on a 2 choix. Soit on épargne sur le fonctionnement, et donc on ne remplace pas les départs à la retraite, on ne remplace pas les congés de maladie, on met en tension les conditions de travail des agents qui se déploient sur le terrain, et là on fait de l'épargne pour auto-financer les investissements qu'on fait dans l'année, soit on fait appel à peu, moyennement, un peu d'emprunt pour financer finalement des investissements qui vont durer 30 ans, 40 ans, 50 ans,
Et quand je parle des réseaux, la fonte produite en France pour distribuer l'eau potable, René vous en a peut-être parlé, ça a une durée d'amortissement en comptabilité publique et une durée de vie réelle de 70 à 80 ans. Donc on peut payer ça en plusieurs générations de contribuables. En l'occurrence pour l'eau, en plusieurs générations d'abonnés au service de l'eau, au service de l'assainissement. Ça, c'est la bonne gestion des deniers publics qu'on nous confie. Oui, je sais qu'on achète les stylos avec la part d'investissement qui provient de l'épargne. J'ai compris. Et qu'il ne faut pas prendre des emprunts pour financer du parc automobile ou des matériels informatiques sur des durées supérieures à 5 ans. Ça va, on n'est pas bené, on va arriver à comprendre qu'on change le matériel informatique tous les 5 ans. Et il en va de même pour le matériel roulant de la mairie. Mais pour le reste des investissements, pour les livres, quand on ouvre une nouvelle bibliothèque, pour un équipement public que l'on construit, pour une voirie dont on ne fait pas seulement la bande de roulement de surface, mais on fait la profondeur et la structure de la chaussée ou la structure de la place. Il n'y a aucune raison d'aller dire aux contribuables de 2026, tiens, paye un truc, toi, cette année, avec le budget de cette année, avec la richesse du bassin de vie de cette année, alors que, poup, ça va durer 30, 40 ou 50 ans sans que je revienne y mettre un fifrelin de la commune. Ça, c'est de la mauvaise gestion des deniers publics qu'on nous confie. Alors, cette folie de la doxa libérale qui s'incruste dans nos communes, ajoutée aux coupes budgétaires de l'État, franchement, il est temps que du sol au plafond, c'est-à-dire de la commune, comme pour le pays tout entier, on en finisse avec ces forces politiques qui ont en commun de toujours rabougrir l'action publique et finalement de faire en sorte que ni la France, ni la commune n'arrivent à répondre aux besoins qui pour autant sont de plus en plus criants, les besoins sociaux, les besoins humains, les besoins culturels, les besoins pour l'émancipation, les besoins pour bien manger et avoir un repas garanti chaque jour. Et c'est pour ça que je suis fier et content de voir que ici aussi, la liste L'Union populaire pour l'UNEL porte la cantine bio, mais la cantine gratuite, pour garantir à tous nos enfants un repas de qualité et un repas gratuit au nom du droit à bien manger chaque jour dans une commune. Bref, vous voyez que finalement, à ceux qui vous disent que les élections municipales, c'est pas politique, je veux pouvoir vous montrer que ça l'est beaucoup. Et que c'est pas parce qu'on sait manier la comptabilité publique, quand on est communiste ou insoumis, que pour autant on arrête de faire de la politique. On met l'argent au service de la réponse aux besoins du peuple. Et on a des objectifs politiques de partage, d'émancipation. Et voilà pourquoi nous avançons et nous présentons des listes dans un maximum de communes de France, parce qu'il faut que les communes mettent sans tarder les mesures qui protègent, qui émancipent et qui bifurquent au plan écologique. Et qu'on n'attende pas l'élection présidentielle ou le passage à la 6e République, même si nous appelons de nos voeux à élire en 2027 le dernier président de la République de la 5e République, que nous entendons convoquer, si le peuple en est d'accord par référendum, une élection générale d'une constituante, et que cette constituante, sur 1 an, 2 ans, aura à proposer, avec ce que la diversité politique du pays produira comme texte, eh bien, une nouvelle organisation de la vie politique pour le pays, de la vie démocratique pour le peuple de France, et d'organisation politique dans chaque bassin de vie. Et le peuple aura à nouveau en référendum, par référendum, à devoir s'il est d'accord ou non avec cette nouvelle organisation de la vie du pays. Nous, je parle pour les insoumis cette fois-ci, nous porterons l'idée que la commune est l'échelon de proximité indispensable à l'organisation politique et démocratique du pays. Nous sommes dans la continuité des longs combats de ceux qui ont porté le communalisme. Le fait que nous puissions bifurquer, organiser des politiques, mais surtout un échelon qui fasse que ce soit les habitants qui décident de se gouverner eux-mêmes
et de définir ce qui est bon pour tous, et qu'il refuse ainsi que la vie publique ou la vie politique soit la somme des intérêts particuliers. Donc voilà ce que je voulais pouvoir vous dire en introduction. Pour finir, vous dire que nous avons besoin de constituer un réseau de maires, de conseillers municipaux qui s'organisent face à la montée du fascisme pour organiser ces solidarités concrètes au niveau communal et qui construisent aussi un rapport de force vis-à-vis d'un pouvoir qui a besoin de rencontrer des obstacles et de la confrontation. Voilà pourquoi je vous invite à, certes, lire tous les programmes, mais à vous intéresser aussi à choisir des représentants dans les conseils municipaux qui soient des têtes dures, qui soient en capacité de résister. Et je crois que vous avez dans la liste qui vous rassemble ce soir les caractères et les têtes dures que vous connaissez pour la plupart d'entre eux et d'entre elles qui sont en mesure de tenir bon. Et le réseau des élus insoumis, l'association des élus communistes vont avoir besoin de membres et de points d'appui pour montrer que les pratiques municipales que vous engagez, commune après commune, eh bien, sont de nature à être des exemples pour la bataille politique qui s'annonce face à tous ceux qui se vautrent dans les thèses d'extrême droite et racistes qui sont au service du capitalisme de notre temps. On le voit par leur vote à l'Assemblée. Et à la fin de l'histoire, comme disait l'autre, il ne restera plus que nous et eux. Alors, tenez bon, la confrontation s'avance pour ces municipales, elle prépare la suivante, et j'appelle bien sûr de nos vœux qu'elles nous permettent de faire en sorte que nous fassions reculer et en exerçant le pouvoir disparaître les fondamentaux et les fondements même de tous ces racistes de tous les horizons qui prétendent un temps donné nous mettre dans les cordes. Je vous remercie.